Merci. Dernier orateur inscrit, Monsieur Gilles Lurton, pour 5 minutes. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Loin de manifester un a priori défavorable à ce projet de loi, j'en partage, comme j'ai eu l'occasion de l'exprimer lors du vote en première lecture, un grand nombre d'objectifs et avant tout celui de soutenir un secteur qui constitue aujourd'hui un renouveau de l'économie fondée sur des principes de solidarité et de proximité. Forte de ces principes et de ces valeurs, ainsi que du poids économique et social qu'elle représente, l'économie sociale et solidaire se révèle très porteuse. Elle permet d'abord de redonner du sens dans les relations de travail entre les individus et de la vie à nos territoires, notamment les plus ruraux, grâce à la création d'emplois non délocalisables. J'ai pu mesurer combien étaient grandes les attentes des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ils ont besoin de mesures susceptibles de remédier aux rigidités ou aux insuffisances statutaires qu'ils connaissent actuellement. Ils se sont investis et ont fait des propositions concrètes et je pense qu'en cela, votre projet répond en partie à un certain nombre de leurs demandes. C'est donc avec un sentiment partagé que j'aborde aujourd'hui cette deuxième lecture du projet de loi. Si je suis enthousiaste à l'idée de légiférer pour promouvoir et encadrer au mieux ces activités essentielles pour notre tissu économique, je suis en revanche inquiet de certaines mesures qui me paraissent aller dans le mauvais sens. Il s'agit tout d'abord, et j'ai déjà eu l'occasion de m'en exprimer, des articles 1 et 7 sur la détermination du champ de l'économie sociale et solidaire et des modalités d'obtention de l'agrément entreprise solidaire. Je l'avais déjà évoqué lors de la discussion générale en première lecture et je souhaite le réaffirmer aujourd'hui. Ces articles particulièrement restrictifs constituent à mon avis une formidable occasion manquée de donner un nouvel élan au secteur des services à la personne. Les dispositions de l'article 1er qui permettent à une entreprise ou à une association d'intégrer l'économie sociale et solidaire sont primordiales car elles rendent éligibles auprès de la Banque publique d'investissement et détermineront ultérieurement l'obtention de l'agrément prévu aux articles 7, celui-là même qui rend éligible aux dispositifs de soutien fiscal dits ISF-PME et MADLA. Aussi, en plus de l'exclusion de ces entrepreneurs, il existe un véritable risque de distorsion de concurrence au détriment des sociétés commerciales évoluant dans le secteur des services à la personne, parce que celles-ci seront privées du soutien fiscal dont leurs principaux concurrents, associations ou organismes d'insertion pourront bénéficier. Si le dispositif de soutien fiscal rendu possible par l'obtention de l'agrément retient toute mon attention, en revanche, je ne peux que m'opposer une nouvelle fois aux conditions d'obtention de cet agrément ainsi qu'aux conditions d'intégration dans l'économie sociale et solidaire qui ne laisseront que de minces espoirs aux entrepreneurs qui se sont pourtant engagés dans une démarche sociale. Je souhaite également, comme l'a fait ma collègue Isabelle Le Callennec il y a quelques instants, revenir sur les articles 11 et 12 qui prévoient un droit d'information des salariés en cas de transmission d'une entreprise. Nous ne pourrons hélas revenir sur ce débat puisque ces articles ont été votés conformes. Néanmoins, je tiens à rappeler que la transmission d'une entreprise est une opération délicate dans laquelle la confidentialité est un facteur clé du succès. Dans une entreprise, l'information selon laquelle le chef d'entreprise quitte la tête de son entreprise peut être un facteur de réelle déstabilisation et fragiliser l'entreprise dans ses relations non seulement avec ses partenaires commerciaux, mais également avec ses concurrents. Je partage entièrement, je dois le dire, les propos de Madame Fournéron dans son intervention en première lecture, qui motivait son texte par la nécessité de resserrer le lien qui doit unir le salarié à son entreprise. J'en profite d'ailleurs pour rendre hommage au travail qu'elle a accompli. Mais je pense que de tels articles risquent encore de compliquer la vie des entreprises, de compliquer la relance de l'emploi dont nous avons tant besoin. Je crains, Madame la Ministre, qu'une fois encore, votre gouvernement soit contraint in fine de reporter ces mesures comme elle vient de le faire pour le compte pénibilité. Ce serait pourtant si simple de nous écouter dès le début au lieu de devoir tout le temps revenir en arrière.
Une autre mesure m'interpelle avec les articles 12 bis et 12 ter visant à réintégrer une version allégée de la proposition de loi dite Florange sur la reprise des sites rentables. Cette loi, je le rappelle, a été partiellement censurée en mars dernier par le Conseil constitutionnel au motif d'atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprise. Là encore, le territoire français est incertain juridiquement pour l'installation d'entreprises. Comment cette mesure s'articulera-t-elle avec le pacte de responsabilité que vous tardez à nous présenter ? Je regrette, Madame la Ministre, que ces mesures, si peu consensuelles, aient été insérées à la dernière minute dans le texte lors de la première lecture. Enfin, je ne peux passer sous silence votre volonté de complexifier les choses et de multiplier les instances représentatives. Ma collègue le rappelait il y a quelques instants, Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, Chambre française de l'économie sociale et solidaire, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, Conférence régionale de l'économie sociale et solidaire, pôles territoriaux de coopération économique, Conseil supérieur de la coopération, Haut Conseil de la vie associative, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Nous avions insisté sur l'inutilité de toutes ces instances en première lecture. Le Sénat n'a pas souhaité revenir dessus. À elle seule, elle justifierait que nous nous opposions au texte. Mais Madame la Ministre, comme je l'indiquais et je conclus, il y a quelques semaines, je veux donner une marque de soutien envers les millions de bénévoles qui concourent largement au développement de l'économie sociale et solidaire par leur engagement associatif, mutualiste ou coopératif et qui attendent beaucoup de cette loi. C'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai sur ce texte comme je l'ai fait en première lecture.